du projet de création d'une centrale nucléaire civile au Burkina Faso par la Russie. Je voudrais dégager 7 leçons du projet qui va être réalisé. 7 leçons. 7 leçons. 7 méditations courtes sur ce qui vient de se faire. La première leçon que je vous propose de tirer, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, du Burkina, d'Afrique et de toutes les diasporas, c'est qu'on ne peut pas viser ce qui est grand si on ne maîtrise pas ce qui est petit. On ne peut pas viser ce qui est grand si on ne maîtrise pas ce qui est petit. Personne ne peut vouloir arriver sur la Lune s'il ne peut même pas être une bougie dans sa propre maison. Personne ne peut vouloir capter la lumière du soleil s'il ne peut pas contrôler la lumière de sa petite lampe à huile ou à pétrole chez lui. Pour viser infiniment grand, il faut maîtriser l'infiniment petit. Car ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, mais l'inverse n'est pas vrai. Ce qui est en haut n'est pas comme ce qui est en bas. Si tu veux viser grand, il faut déjà maîtriser ce qui est petit. Car qui peut le moins, peut le plus. Mais à condition qu'il puisse d'abord le moins. On ne peut pas pouvoir le plus si on ne peut pas le moins. Et par conséquent, qui peut le plus, peut nécessairement le moins. C'est le premier principe. Nous envisageons une Afrique souveraine. Une Afrique respectée dans le concert des nations. Une Afrique maîtresse d'elle-même. Il faudrait pour cela que l'Afrique maîtrise déjà cette chose élémentaire qui constitue l'étoffe de l'univers, le tissu de l'univers dans lequel nous sommes. La chose élémentaire qui constitue le tissu de l'univers dans lequel nous sommes, on l'appelle la matière. Le mot matière, du latin et du grec materia, mater, il signifie la mer. La nature mère, c'est-à-dire le monde visible, se manifeste sous la forme de la matière infinitésimale qui a été décrite par le savant russe Mendeleïev dans la célèbre table des éléments chimiques. Tout ce qui existe est ordonné par l'intelligence créatrice sous la forme d'éléments qui composent les minéraux et qui sont les briques élémentaires de tout ce qu'il y a sur la Terre et dans l'univers. Comment l'Afrique peut-elle envisager de grandir si elle ne maîtrise pas les petites choses? Autrement dit, comment l'Afrique peut-elle envisager d'être une grande puissance, de constituer de grandes puissances internationales si l'Afrique ne maîtrise pas le b.a.-ba de la réalité de cet univers qui s'appelle la matière? Or, qui dit matière renvoie au minimum à la structure, eh bien, de ce qu'on a appelé un noyau autour duquel tournent des électrons. On peut faire des descriptions beaucoup plus fines si on va du côté des théories de la physique quantique. Je m'arrête à la physique électronique élémentaire. Qui dit matière dit maîtrise de toutes les structures qui composent eh bien, les éléments fondamentaux de l'univers. Et ces structures, on peut les décrire sous la forme de noyaux autour desquels tournent des électrons en quantité variable selon la nature de la structure. Autrement dit, celui qui ne peut pas maîtriser la matière ne peut pas dominer dans le domaine de l'esprit. La maîtrise de l'esprit, c'est-à-dire de ce qui se passe dans la tête, de ce qui se passe dans les âmes, de ce qui se passe finalement dans les plans supérieurs de l'univers, la maîtrise de l'esprit requiert la maîtrise de la matière. Car la matière n'est que l'une des réalisations de l'esprit créateur. L'Afrique ne pouvait pas, ne peut pas se développer tant qu'elle ne considère pas la maîtrise et la connaissance technique, scientifique, technologique de la nature comme étant un préalable fondamental. Il fallait donc que l'Afrique du XXIe siècle considère comme une priorité la science, la technologie. Voilà pourquoi la maîtrise de la matière est le b.a.-ba du commencement de la puissance.
Si la puissance signifie la capacité de protéger sa sagesse, sa civilisation, son esprit par les forces de la nature, alors il n'y a point de puissance sans la maîtrise de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est l'énergie de la matière fondamentale, de la matière infiniment petite, qui constitue la matière infiniment grande. Aucune grande puissance n'existe sur cette planète qui n'ait la capacité microphysique, car c'est sur la maîtrise de la microphysique, c'est-à-dire des matières particulières infiniment petites, que se bâtit la maîtrise macrophysique et la maîtrise planétaire, et même la conquête de l'espace intersidéral. Ça, c'est la première leçon. En décidant de maîtriser l'énergie nucléaire, le Burkina Faso commence par la lettre A de la puissance. Ici sur Terre, la puissance commence par la maîtrise de la matière. C'est-à-dire qu'il faut que l'esprit domine la matière pour que la véritable puissance commence. Première leçon. Deuxième leçon, le Burkina Faso prouve que le changement et l'évolution qualitative n'ont pas besoin qu'au préalable toutes les conditions matérielles soient réunies. Ils n'ont pas besoin qu'on attende une ère de prospérité spéciale. Les Africaines et les Africains peuvent changer leur vie, quel que soit l'état de pauvreté, de misère et de violence dans lequel ils sont réduits actuellement. Le Burkina Faso dit qu'on peut commencer à bâtir un cosmos, un monde ordonné, à partir d'une situation chaotique. C'est un pays en guerre, un pays assailli, attaqué de toutes parts, un pays meurtri depuis 10 ans. C'est ce pays-là qui prend la responsabilité de la maîtrise de la matière, affirmant par là qu'il ne faut pas attendre des temps paradisiaques futurs, des temps où soudain le monde serait gentil envers nous pour commencer à assumer nos responsabilités. Nous pouvons faire régner l'ordre, y compris dans des situations où on veut nous imposer le chaos. Il ne faut pas séparer le temps de la maîtrise de notre destin du temps de la lutte contre nos ennemis. D'une main, l'Afrique doit apprendre à tenir l'épée et de l'autre la truelle. D'une main, l'Afrique doit apprendre à tenir l'épée et de l'autre la truelle. Ceux qui viennent contre les Africains avec un esprit de guerre, qu'ils trouvent les Africains debout avec leur épée. Que ceux qui viennent vers les Africains avec un esprit de paix, qu'ils trouvent les Africains avec une feuille d'hibiscus ou une truelle de constructeur. On ne peut pas séparer l'action de construction de l'Afrique de l'action de lutte contre les ennemis de l'Afrique. Les deux sont concomitantes. Le Burkina Faso nous le dit. Or, la doctrine évolutionniste avec laquelle on avait drogué l'élite lobotomisée de l'Afrique des années 40-50, elle consistait à dire « Attention, vous n'êtes pas encore mûrs pour être indépendants, vous allez d'abord évoluer à l'intérieur de l'empire colonial français, vous allez d'abord prendre le temps de nous imiter, de comprendre comment nous, vos maîtres, nous avons réussi, et peut-être dans 200, dans 300 ans, vous serez capables de vivre comme nous. » Le Burkina Faso démontre que non. Pourquoi ? Parce que l'Afrique est une civilisation plus ancienne que toutes les civilisations qu'il y a sur la Terre. Menteurs et abominables menteurs sont ceux qui ont dit aux Africains qu'il fallait qu'ils évoluent patiemment pour leur ressembler. Pourquoi l'Afrique devrait-elle ressembler aux autres alors qu'elle a bâti les plus grandes civilisations de l'humanité avant tous les autres? Je recommence la question. Pourquoi les Africains devraient-ils accepter le schéma évolutionniste, colonial, néocolonial et impérialiste qui leur dit « Vous allez progresser progressivement pour arriver à notre société ultralibérale, à notre société soi-disant démocratique, à notre société pluraliste. Et là, vous serez enfin des hommes comme nous. » Mais ça n'arrivera pas de sitôt. Et ça fait 600 ans que les Africains marchent dans ce tunnel et sans cesse la frontière recule, la ligne d'arrivée recule. Ils n'ont pas compris qu'on a fabriqué ça pour les tromper. L'Afrique est la plus ancienne civilisation de l'humanité. Par conséquent, s'il y avait une civilisation qui devrait servir de modèle à toutes les autres, c'est la nôtre. Car elle est celle qui a fondé toutes les autres. Comment a-t-on réussi à décérébrer,
des générations entières d'Africains en leur proposant la civilisation des autres comme objectif. Alors que ce sont des civilisations qui ne sont que des dérivés de la grande intuition fondatrice de Homo sapiens sapiens, qui est l'intuition africaine. On nous fait régresser et on appelle ça évolution. On nous transforme en cerveau épongé, en cerveau lobotomisé, en mimétiques imitateurs, en moutons de panure, et on appelle cela évolution, on appelle cela intégration, on appelle cela développement, on appelle cela mondialisation. Et puis certains croient. Le Burkina Faso prouve que non. Nous pouvons tout à fait, dès maintenant, quelle que soit la situation chaotique qui nous est imposée par l'histoire, commencer à être les maîtres de notre destin. Nous pouvons construire nos centrales nucléaires maintenant, sans attendre la permission de qui que ce soit. Troisième leçon. Le Burkina Faso montre qu'il a renoué avec l'histoire réelle de la science africaine. Car, en réalité, l'atome, la matière élémentaire était déjà maîtrisée en Afrique il y a très longtemps. On trouve dans les papyrus de Kemet, de l'Égypte négro-africaine multimillénaire, on trouve dans les civilisations du Mali, dans les civilisations du Monomotapa, on trouve dans les civilisations de Méroé, on trouve en Nubie, on trouve au cœur de l'Afrique centrale de nombreuses traces de recherches menées par des savants du passé sur la matière infiniment petite. Ce n'est pas un hasard si l'une des castes les plus importantes de la civilisation africaine, c'est la caste des métallurgistes, la caste des forgerons, c'est-à-dire des maîtres de la matière. Comment ont pu être forgés les alliages en or, en bronze, les alliages en cuivre, les alliages en diamant, les alliages en matières premières précieuses de tous les grands temples africains, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, s'il n'y avait pas des maîtres chimistes, des maîtres physiciens dans les grands royaumes africains du passé? Comment a-t-on pu réaliser les travaux pharaoniques? Comment a-t-on pu réaliser, comment a-t-on pu réaliser les grands temples négro-égyptiens? Comment a-t-on pu réaliser les temples de la région nubienne? Comment a-t-on pu réaliser les grands temples d'Éthiopie? Comment a-t-on pu réaliser les civilisations de Ifé? Comment a-t-on pu réaliser la civilisation du Mali, la civilisation du Songhai, la civilisation du Kanem-Bornou? Comment a-t-on pu réaliser l'Empire Congo, le royaume du Loango? Comment a-t-on pu réaliser Monomotapa? Comment a-t-on pu réaliser Zimbabwe s'il n'y avait pas des grands maîtres chimistes, physiciens, technologues, architectes au cœur de l'Afrique? On a décérébré les Africains en leur faisant croire qu'ils n'avaient à aller qu'en Europe pour apprendre la science, alors que la science est née chez eux. Les grands fondateurs de la civilisation grecque sont les élèves des négro-égyptiens. Platon, Pythagore, Thalès, tous les grands maîtres de l'Occident sont des élèves des temples négro-égyptiens. Et ils le disent dans leurs œuvres. Lisez Hérodote. Lisez tous les anciens. Du moment qu'on a appelé le miracle grec, qui n'en était pas un, qui était une reprise et une diffusion des sciences négro-égyptiennes. Lisez-les, ils ont témoigné et heureusement on n'a pas réussi à effacer toutes leurs traces. Leurs maîtres, c'étaient les prêtres philosophes, les savants des temples scientifiques d'Égypte, qui travaillaient sur la matière infinitésimale, qui travaillaient sur l'arc électrique, qui travaillaient sur les proportions géométriques absolues de la planète et de l'univers, qui maîtrisaient les étoiles comme aujourd'hui encore les grands sages initiés Dogon les maîtrisent. Pour qui prenez-vous les Africains? Des tards venus à la science, les Africains, alors que ce sont eux qui ont transmis à toute l'humanité les coordonnées de la planète et de l'univers? Est-ce que vous savez que même le mot chimie, la science qui étudie les transformations de la matière élémentaire, est-ce que vous savez que c'est un mot africain? Chimie,
est un mot qui vient de l'arabe. Al-Kem, Al-Kem vient de l'africain. Kem en africain signifie le noir. Et la civilisation négro-égyptienne s'appelait Kemet, Kemet, pays des Noirs. Même le mot chimie porte la trace de l'Afrique. À l'instant où je vous parle. Quand on parle chimie, on parle africain. D'accord? Et on peut citer ici une floraison. Si on remonte à 5, 6, 7 000 ans, des savants extrêmement avancés dans le domaine de la maîtrise de la matière ont opéré, travaillé et enseigné en Afrique. Et ils ont formé, comme par exemple ce fut le cas à Tombouctou, ils ont même formé des étudiants venus d'Europe. J'espère que vous savez qu'au Moyen-Âge, Tombouctou était une université internationale où des étudiants européens venaient apprendre. Donc il faut arrêter. Et le Burkina apporte une estocade magistrale au mythe de l'Afrique qui serait essentiellement consacré à l'émotion, tandis que la raison serait celle des anciens colons, négriers, néocolons et impérialistes. Le Burkina affirme une Afrique de la raison. Il y a une quatrième leçon qu'il faut tirer de cette affaire. Le projet russo-burkinabé prouve que la coopération russo-burkinabé n'est pas du tout comparable à la coopération entre les pays africains et les puissances occidentales, dont notamment la France. Ce projet de centrale nucléaire est un camouflet magistral à 63 ans de temps perdu à tous les pays africains, par la France et par les grandes puissances occidentales. Rendez-vous compte. Le plus grand producteur d'uranium du continent africain, le Niger, est encore à ce jour à 70% dans l'obscurité. Pourtant, il est le troisième fournisseur officiel de toute l'Union européenne en uranium. L'uranium est un minerai qui permet, à très faible dépense, de produire des quantités considérables d'énergie. Le Burkina Faso, et c'est cela la troisième leçon que je tire, le Burkina Faso, en réalité, qu'est-ce qu'il établit? Mais il établit que, en fait, l'Afrique va désormais pleinement assumer son autonomie énergétique. Mais elle va l'assumer en partenariat avec la Russie, là où les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne ont échoué, car ils n'ont jamais accepté de transfert de technologie aux Africains, puisque ces puissances voulaient que l'Afrique reste sous leur dépendance. Nous avons perdu 600 ans. Ils nous ont volé 600 ans. On attendait qu'ils veuillent bien nous autoriser en Afrique à avoir des centrales nucléaires. Certains attendent encore qu'ils veulent bien nous autoriser à avoir notre propre monnaie. Certains attendent encore qu'ils veulent bien nous autoriser d'avoir des relations diplomatiques avec des pays qui ne leur plaisent pas. Certains attendent bien qu'on veuille bien leur demander de nous autoriser de bâtir des institutions politiques qui ne soient pas les photocopies de leurs. Mais les permissions ne viendront plus. Le Burkina, en demandant et en signant avec la Russie cet accord de partenariat, montre très bien la différence entre le partenariat gagnant-gagnant qui se tisse entre les Africains et les Russes aujourd'hui et le partenariat gagnant-perdant qui a été imposé à l'Afrique depuis des millénaires. Je passe à la quatrième leçon. Il y a une quatrième leçon dans cette histoire. La quatrième leçon de cet accord qui vient d'être signé, c'est que, en fait, l'Alliance des États sahéliens va entièrement devenir le noyau de l'indépendance, non pas simplement énergétique, mais de l'indépendance économique et politique de toute l'Afrique. Car je peux vous le dire, sans risque de me tromper, le Mali aura ses centrales nucléaires. Le Niger aura ses centrales nucléaires à très court terme. Je vous donne juste quelques jours pour entendre l'annonce par les autorités maliennes et par les autorités nigériennes de la signature de leur projet de centrale avec le partenaire russe. Écrivez ça. Le Burkina Faso est simplement le premier pays de l'AES à publier
et à mettre en œuvre le projet. Le projet est celui de tous les pays de l'AES. Vous pouvez partir du principe que l'autonomie énergétique ne sera pas simplement le fait du Burkina. D'ailleurs, il n'y aura pas qu'une seule centrale nucléaire au Burkina. Il est probable qu'il y en aura au moins 2 ou 3 pour couvrir efficacement tous les besoins. Mais le Mali et le Niger seront bénéficiaires de la même technologie à très court terme. Écrivez ça. L'AES s'annonce comme le noyau de l'indépendance énergétique africaine. Écrivez ça. C'est la 4e leçon. Il y a une 5e leçon qu'il faut tirer de cette décision. L'énergie nucléaire est une énergie extrêmement puissante. Une telle énergie a besoin d'un système de défense extrêmement puissant pour ne pas être l'objet de sabotage et d'attentats. Or, vous le savez très bien, les néocolonialistes et les impérialistes s'empresseront d'essayer de frapper les centrales nucléaires nouvellement construites par les Africains pour nous ramener à l'âge de pierre. Il s'ensuit que le projet de construction de centrales nucléaires en Afrique de l'Ouest va nécessairement s'accompagner d'un renforcement extraordinaire de l'industrie de défense. D'où je peux, en tant qu'analyse politique, annoncer que le Burkina Faso, le Mali et le Niger vont constituer bientôt des usines de production de moyens de défense autonomes en Afrique de l'Ouest. Ça fait partie des futurs transferts de technologie. On ne peut pas avoir de centrales nucléaires sans avoir une industrie d'armement suffisante pour les protéger. Regardez tous les pays qui possèdent des centrales nucléaires, vous verrez que ces pays possèdent en même temps une industrie militaire. Prenez la Corée du Nord, prenez la Turquie, prenez l'Iran, prenez l'Afrique du Sud, prenez la France, prenez les États-Unis, la Russie, la Chine. Une fois que vous possédez l'industrie nucléaire civile, vous avez une obligation d'élever le niveau de votre appareil de sécurité pour protéger cette industrie nucléaire civile. Car les centrales nucléaires qui apportent de l'énergie moins chère et considérable sont aussi en réalité des enjeux de sécurité nationale. On ne peut pas les laisser toucher n'importe comment, car elles sont des bombes potentielles à retardement contre le pays qui les possède. Donc je peux vous dire que les centrales nucléaires annoncent un renforcement massif de l'industrie militaire ouest-africaine. Écrivez ça. Et je passe à ma cinquième remarque. 5e remarque. Le Burkina Faso et la Russie ont beaucoup insisté pour dire qu'il s'agit de construire une centrale nucléaire civile. J'espère que vous savez pourquoi. Ceux qui croient être les propriétaires de la planète, à savoir les hégémonistes, les impérialistes occidentaux, ont mis en place des règles internationales visant à présenter tout État non occidental qui se dote de l'énergie nucléaire en général comme étant un État fautif, comme étant un État qui a mangé le fruit défendu. Ces gens-là considèrent la Terre comme leur propriété. Et ils considèrent que sur la Terre, eux, ils peuvent développer les missiles nucléaires, ils peuvent développer des armes nucléaires, ils peuvent construire à volonté des industries nucléaires, mais dès lors qu'un autre pays, un pays non occidental en construit, celui-ci est en faute. Il est littéralement dans la situation d'Ève et d'Adam dans le jardin d'Éden après avoir mangé du fruit défendu. Il faut les punir. L'insistance de la Fédération de Russie et du Burkina Faso pour dire que c'est du nucléaire civil, elle a pour but de dire que ces centrales nucléaires auront pour but fondamentalement de fournir en énergie le Burkina Faso, de fournir en énergie l'Afrique, dont on sait très bien que l'une des raisons du retard économique, du retard socio-culturel, même du retard politique, est liée au déficit de ressources énergétiques opérationnelles. Mais je peux vous prédire, sans risque de me tromper, que ce projet va être l'objet de persécutions à ciel ouvert. Tous les bien-pensants et les donneurs de leçons de l'hégémonisme occidental vont se mettre en branle. Et ils vont entrer des bâtons dans les roues du Burkina Faso à compter de ce soir, tous les jours,
Et ils ne vont pas hésiter à mobiliser des déstabilisateurs pour transformer ce qui doit être un progrès en une catastrophe, en une véritable apocalypse. Voilà pourquoi il faut se préparer à une campagne de presse qui sera terrible. Une campagne de presse qui sera dure. Ils vont essayer de présenter le Burkina Faso comme un pays qui voudrait acquérir la bombe atomique. Un pays qui voudrait acquérir la bombe nucléaire. Ils vont mettre le Burkina Faso sous un chantage comparable à celui qu'ils font subir à l'Iran depuis plusieurs décennies. Eux, ils ont droit aux bombes nucléaires, aux bombes atomiques. Ils peuvent même les lancer sur Hiroshima et Nagasaki. Les autres n'ont droit à rien. Car ils prétendent qu'eux, ils sont assez sages pour choisir quels civils innocents ils doivent bombarder sur la terre. Mais les autres ne sont pas assez sages pour choisir quels civils innocents ils ne doivent pas ou doivent bombarder sur la terre. Les mêmes qui ont massacré des centaines de milliers d'êtres humains à Hiroshima et Nagasaki sont assis derrière la table des donneurs de leçons. Et ils distribuent les bons points. Toi, tu as droit au nucléaire. Toi, tu n'as pas droit au nucléaire. Toi, tu as droit au nucléaire. Toi, tu n'as pas droit au nucléaire. Le proverbe chinois dit, quand tu pointes quelqu'un, quand tu indexes les autres, n'oublie pas qu'il y a au moins 3 doigts de ta propre main, les 3 là, qui sont repliés sur toi-même. Ceux-là même qui vont maintenant se jeter comme des enragés contre le Burkina Faso pour le menacer. Qu'ils n'oublient pas que eux, le Burkina Faso ne leur a pas donné l'autorisation d'être des puissances nucléaires, civiles et par la suite militaires. D'où je peux passer à ma 6e observation. Puisque le nucléaire civil a besoin d'une protection militaire, est-ce que l'Afrique a droit, oui ou non, à progresser du nucléaire civil vers le nucléaire militaire? Je réponds à cette question de manière ouverte et claire. Je réponds oui. Les Africains ne demanderont la permission à personne quand ils se sentiront en capacité de passer du nucléaire civil au nucléaire militaire. Ils le feront. Parce que l'Afrique sait très bien que tous les pays qui ont réussi cette mutation sont devenus de facto, géotactiquement, géostratégiquement inattaquables. Écrivez ça. Quand les Africaines et les Africains seront en capacité de prononcer ces paroles, en sachant sur quel caillou leur pied est posé, oh, que la vie sera belle pour nos descendants. Que la vie sera belle pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, lorsqu'ils sauront que nul ne pourra plus jamais sur cette terre oser s'attaquer à l'Afrique. Donc c'est ça la 6e leçon. J'en viens enfin à la 7e leçon. La 7e leçon de la décision burkinabé, elle est adressée à tous les vassaux sous-régionaux de la France-Afrique, les néocolonisés, les nègres de maison, les maillots de Capétia, les individus décérébrés, comme le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre, burkinabé de Sendou, pour troubler toute l'Afrique, Alassane Dramane Ouattara. C'est une leçon donnée à tous les dictateurs issus de la cuisse de la France-Afrique et qui sont au pouvoir, pour certains, depuis 42 ans, Paul Biya. Sassou Nguesso, dans les affaires du Congo, depuis pratiquement 50 ans, plus. Théodoro Obiang Bazogo, je suis le président de la Guinée équatoriale depuis 1979. 44 ans. Macky Sall, j'ai été président 2 mandats. Tous ces individus qui se sont targués d'être des soi-disant sages ayant dirigé l'Afrique. C'est un jeune homme, un jeune burkinabé de moins de 40 ans qui va réaliser la première centrale nucléaire d'Afrique noire, dite entre guillemets francophone. Est-ce que vous n'avez pas honte? Ouattara Dramane,